Bonjour. Aujourd'hui, nous allons donc voir quelles sont les différences principales, en tout cas c'est une notion que je vais vous donner au moins de façon intuitive, entre ce qu'on appelle les réseaux de neurones à décharge, qui sont des neurones dits de troisième génération, et les réseaux de neurones formels dits de deuxième génération. Alors, je vais commencer par la définition de ces différences entre ces réseaux qui est particulièrement importante et qu'il y a absolument lieu de comprendre. Donc, à gauche, j'illustre ici ce qu'on appelle des réseaux de neurones à décharge, donc spiking neurons en anglais, qui sont qualifiés de troisième génération depuis à peu près une dizaine d'années. Et à droite, donc, les réseaux de neurones, plus spécifiquement les neurones formels, dits de deuxième génération. La génération de droite, ici, la deuxième génération, ce sont les neurones qui sont utilisés maintenant de façon universelle dans le milieu industriel, dans le domaine du génie, et c'est ce qu'on appelle en anglais, enfin, disons que c'est une des applications et des façons d'utiliser ces neurones se fait à travers ce qu'on appelle l'apprentissage profond. Donc en anglais, le deep learning. Alors les algorithmes qui fonctionnent sur le deep learning utilisent des neurones dits de deuxième génération. Alors, pour illustrer mes propos, je vais prendre aussi bien pour les neurones qui déchargent, comme illustré ici, je vais prendre un signal qui évolue dans le temps de façon à ce que son amplitude soit croissante. Donc, j'ai le temps ici en abscisse et en ordonnée, j'ai son amplitude. Ça, c'est un signal d'entrée que je vais soumettre aussi bien à un neurone de type neurone de troisième génération qu'à un neurone de deuxième génération. Donc, dans ma comparaison ici, je soumets le neurone de deuxième génération au même type de signal, c'est-à-dire amplitude croissante au cours du temps, que pour le neurone à décharge. Alors, qu'est-ce que je constate? Ceci est la sortie du neurone à décharge. Ce que je constate, c'est que le neurone à décharge fonctionne par impulsion et par décharge, tel que son terme l'indique, impulsion dont les amplitudes sont toujours constantes. Mais donc, ce n'est pas l'amplitude du neurone qui va varier en fonction du temps, en fonction du stimulus d'entrée, mais c'est bel et bien la fréquence, c'est-à-dire le nombre de décharges moyennes par intervalle de temps choisi, qui va croître avec l'amplitude du signal. Donc j'ai un signal d'entrée dont l'amplitude croît, et la sortie du neurone va être telle que le nombre de décharges par seconde va croître. Donc son taux moyen de décharge va croître, ou si vous préférez, la fréquence de décharge va croître. Si je veux revenir de cette séquence de sortie au signal d'entrée, c'est-à-dire en supposant que je mesure le taux moyen de décharge de ces neurones, eh bien, je serai en mesure, une fois que j'ai trouvé l'évolution au cours du temps du taux moyen de décharge de mes neurones, de recréer, donc de resynthétiser le signal d'entrée. Donc, lorsque je connais la sortie d'un neurone, ce n'est pas en analysant son amplitude que je vais avoir la réponse. Ça ne me donnera strictement rien, mais ça va être en analysant le nombre et en comptant le nombre de décharges par seconde que je vais être capable de recréer mon stimulus d'entrée. Donc en comptabilisant le nombre de décharges par seconde. Ce qui n'est pas nécessairement une façon naturelle de procéder, j'en conviens. Enfin, ce n'est pas ce qu'on enseigne depuis la petite école, je dirais. Le neurone formel, lui, est beaucoup plus conventionnel. Il utilise un codage auquel on est habitué, c'est-à-dire que la sortie du neurone va être quelque chose qui va évoluer au cours du temps en termes d'amplitude. Donc c'est un signal qui est continu, dont l'amplitude va croître au cours du temps en fonction de l'amplitude du stimulus d'entrée. Alors vous voyez qu'ici, pour l'exemple donné ici, l'amplitude en entrée croît et
de façon linéaire, c'est-à-dire comme une droite qui évolue au cours du temps. Par contre, ce que je note, c'est que la sortie, l'évolution de l'amplitude au cours du temps n'est pas linéaire. Elle se fait selon une courbe qui est souvent de type compressive. Je le dis souvent parce que depuis l'avènement de ce qu'on appelle l'apprentissage profond, on s'est aperçu surtout que lorsqu'on veut utiliser beaucoup de couches dans les réseaux de neurones, qu'il fallait utiliser des fonctions, en tout cas des caractéristiques de neurones qui soient telles que le neurone n'est pas nécessairement ce qu'on appelle une fonction d'activation ici, n'est pas nécessairement une réponse qui soit de type compressif, mais peut avoir une réponse qui serait même de type croissante avec une pente beaucoup plus forte, voire même éventuellement exponentielle. Mais reste que la caractéristique principale de ces neurones demeure le fait que pour un signal croissant en amplitude, j'aurai en réponse une sortie dont l'amplitude va croître. La forme de la réponse que j'ai illustrée ici, pour ce neurone, c'est une forme dite de type sigmoïdal ou de type tangente hyperbolique. Donc, sigmoïde est une fonction qui est utilisée de façon générale en réseau de neurones, ou tangente hyperbolique. Le choix de ces fonctions est essentiellement dû au fait que leur dérivée est continue et elle reflète en partie l'aspect compressif des neurones du cerveau. Et par ailleurs, si vous regardez ici, l'amplitude de la dérivée, donc si je prends la tangente à cette fonction, eh bien cette tangente a une pente maximale au milieu de la fonction. Alors nous allons aborder le thème de la simulation de ces réseaux de neurones, enfin des réseaux constitués de neurones. Alors, commençons par la deuxième génération, les neurones de deuxième génération qui sont utilisés actuellement au niveau industriel et sur lesquels sont basées les techniques d'apprentissage profond. Alors, comme la sortie d'un neurone est une variable qui évolue de façon continue au cours du temps, eh bien, la façon habituelle de faire les calculs, c'est de découper le temps en petites tranches de façon régulière. Et à chaque instant, donc à l'instant t1, puis à l'instant ti, on va faire le calcul qui consiste en T1 à évaluer l'entrée du neurone. On utilise l'équation mathématique du neurone pour calculer la sortie. Puis on va passer à l'instant T2, T3, etc. jusqu'à par exemple l'instant TI pour lequel on va évaluer la valeur de l'entrée. On utilise l'équation continue pour calculer la valeur de la sortie à l'instant TI. Donc c'est ce qu'on appelle une simulation qui est pilotée par le temps. Donc Time Driven Simulation en anglais. Pour ce qui est des neurones de troisième génération, les calculs sont réellement différents. Les calculs ne sont faits que lorsqu'il y a une décharge. Autrement dit, le temps va se trouver découpé de façon non uniforme. Les instants auxquels on fait les calculs sont directement distribués en fonction des décharges des neurones. Alors, si je fais un premier calcul, à l'instant T1 parce que j'ai une décharge qui s'en vient au niveau du neurone. Ensuite, eh bien, à l'instant TI, je ne ferai le calcul à l'instant TI que si j'ai une décharge qui se passe au niveau de mon neurone à l'instant TI. Pourquoi est-ce qu'on peut se permettre de ne faire des calculs que aux instants pour lesquels j'ai des décharges? C'est parce que
tout neurone qui sera connecté à mon neurone de troisième génération ne recevra de l'information finalement que lorsque j'ai une décharge. Donc il n'y a pas lieu de faire de calcul quand il n'y a pas d'activité entre les neurones. On ne fait les calculs, donc on va évaluer l'entrée que lorsque j'aurai une décharge, et on va évaluer la sortie que ce que j'aurai une décharge. Autrement dit, que lorsqu'il y aura de l'activité dans le réseau de neurones. C'est ce qui s'appelle une simulation qui est pilotée par des événements, ou en anglais qui est Event-Based Simulation. Alors, si la fréquence de décharge est relativement faible au niveau de mes neurones, donc si j'ai peu de décharge pour un certain intervalle de temps donné, eh bien, j'aurai donc moins de calculs à réaliser que dans le cas du neurone de deuxième génération pour lequel je vais devoir, pendant tout cet intervalle de temps que je souligne ici, mon grand delta t, eh bien, je vais devoir faire des calculs à des instants de façon régulière. Et le nombre de calculs, en général, le nombre de calculs qui est requis va être souvent supérieur au nombre de calculs qui est requis. Ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 décharges. Donc, je vais avoir 10 calculs à faire. Et ici, comme on doit découper le temps de façon plus fine, ça peut être... on peut avoir 20 calculs à faire pour le même intervalle de temps. Autrement dit, 2 fois plus de calculs que nécessaire. Alors, une des particularités, une des façons d'implémenter ces réseaux de neurones à décharge, ces neurones à décharge, c'est en utilisant ce qu'on appelle le modèle intégration et décharge. Donc, intégrale qui va caractériser la somme que vous connaissez tous maintenant, la somme pondérée des entrées, suivie d'un seuillage qui va évaluer la sortie Y en fonction d'un seuil pour générer en Z ici, une décharge lorsque donc lorsque Y sera supérieur à un certain seuil, alors on va générer une impulsion Z. Donc si Y supérieur à seuil, alors on va générer une impulsion qu'on peut mathématiquement représenter par une fonction de Dirac.